Oubliez tout ce que la télévision vous a appris sur l'Iran. Oubliez les foules en colère, les drapeaux brûlés, les reportages dramatiques, les discussions sans fin sur le nucléaire, les sanctions ou les extrémistes religieux. Oubliez l'image d'un pays fermé, hostile et coupé du reste du monde. Parce que dès que vous arrivez en Iran, la première chose qui s'effondre, c'est l'image que vous aviez dans votre tête. Vous vous attendez à de la tension, vous vous attendez à de la méfiance. Vous vous attendez à sentir que vous n'êtes pas le bienvenu. Mais la réalité est différente. Quelques minutes après vous avoir rencontré, des inconnus vous invitent déjà à boire un thé. C'est le premier choc. Dans la rue, les Iraniens ordinaires ne vous regardent pas comme un ennemi venu d'Occident. Au contraire, ils vous posent des questions. Ils veulent savoir d'où vous venez, comment on vit en Europe ou en Amérique, à quoi ressemble votre quotidien. Leur curiosité paraît sincère, presque innocente. Puis arrive le deuxième choc. L'Iran ne ressemble pas aux stéréotypes parce qu'il est construit sur des contradictions permanentes. Officiellement, beaucoup de choses sont interdites. L'alcool, certains sites internet, la danse en public et différentes formes de liberté du quotidien. Mais derrière les portes des appartements, un autre monde existe. De la musique, des fêtes, de la mode, des rires, des discussions libres, des bouteilles cachées. Une société parallèle vit discrètement sous la surface. Par moments, on a l'impression que deux pays partagent les mêmes rues. Le décor lui-même paraît irréel. D'immenses déserts qui ressemblent à une autre planète côtoient des montagnes enneigées où l'on peut skier. Des villes anciennes surgissent au milieu d'autoroutes bondées et de quartiers modernes. Quand vous arrivez à Téhéran, vous remarquez immédiatement quelque chose d'étrange. Vos cartes Visa ou Mastercard ne servent à rien. L'Iran est largement exclu du système bancaire international. Vous devez transporter de grosses liasses de billets partout. L'air sent l'essence, la poussière, les épices et la chaleur. Le bruit de la circulation ressemble à une bataille permanente. Et pourtant, malgré tout cela, le pays exerce une attraction difficile à expliquer. L'Iran ne cherche pas à séduire les touristes. Il ne montre pas une version parfaite de lui-même. Ce qu'il offre, c'est une réalité brute, compliquée, fatigante, fière et profondément humaine. Des femmes en hijab parlent des derniers smartphones. Des jeunes utilisent des VPN pour publier sur Instagram. Des hommes âgés récitent de la poésie persane comme d'autres citeraient des chansons. Et peu à peu, une idée inconfortable apparaît. Peut-être que le monde ne vous a jamais montré le véritable Iran. Tout change au moment où vous mettez les pieds dans les rues de Téhéran. Jusqu'à cet instant, une partie de vous conserve encore une image presque romantique de l'ancienne Perse. Les poèmes, l'hospitalité légendaire, les mosquées magnifiques et les siècles d'histoire. Mais Téhéran ne vous accueille pas avec douceur. La ville vous frappe immédiatement. La première chose qui vous frappe, c'est l'air. Il est lourd, épais, pollué. Il a le goût de l'essence, de la poussière et du métal brûlé. Coincée entre les montagnes, la capitale absorbe chaque jour les émissions de millions de voitures et de motos. Après seulement 1 heure à l'extérieur, votre gorge devient sèche et vos yeux commencent à piquer. Et ce n'est que le début. À Téhéran, la circulation ne ressemble pas à ce que la plupart des gens connaissent. Ce n'est pas du trafic. C'est une forme de chaos organisé. Les feux rouges existent, mais ils semblent parfois n'être que des suggestions. Les voitures se glissent dans des espaces impossibles. Les motos apparaissent de partout, sur les trottoirs, entre les files de voitures, parfois même à contresens. Vous voyez des familles entières sur une seule moto. Le père conduit. La mère tient les sacs de courses. Un enfant est assis devant, sur le réservoir. Et pourtant, tout continue d'avancer. Traverser la rue devient rapidement un exercice mental. Au début, vous attendez que les voitures s'arrêtent, comme en Europe. Mais elles ne s'arrêtent jamais vraiment. Alors vous apprenez la règle non écrite de Téhéran. Avancez lentement et croire que personne ne vous renversera. Étrangement, cela fonctionne. La ville est une surcharge permanente pour l'essence. Les klaxons résonnent sans arrêt. Les moteurs rugissent. Les sirènes traversent les avenues bondées. Les gens parlent fort. Le silence semble presque interdit. Puis vous commencez à observer la ville elle-même. Des tours modernes en verre côtoient des immeubles vieillissants en béton. D'immenses fresques représentant de jeunes soldats morts pendant la guerre Iran-Irak dominent les rues depuis les façades des bâtiments. Sous leur regard, des adolescents achètent des baskets de marque imitée et boivent des cafés glacés. L'ancien et le moderne se croisent partout. Et ensuite, vous découvrez une autre réalité. Une frontière invisible coupe Téhéran en deux. Au nord, les quartiers les plus riches. L'air y est plus propre, les immeubles sont plus luxueux, les cafés sont modernes, les voitures sont plus chères. On y trouve des cliniques de chirurgie esthétique, des appartements haut de gamme et des fêtes privées cachées derrière de hauts murs. Les jeunes s'habillent comme à Milan, Paris ou Los Angeles. Le sud de la ville raconte une autre histoire. Les rues sont plus denses, les bâtiments plus anciens, les ateliers, les ouvriers et la fatigue du quotidien sont partout. On a parfois l'impression de traverser deux villes différentes reliées par les mêmes autoroutes. Mais le plus surprenant n'est ni la pollution, ni le désordre, c'est l'énergie.
Malgré les sanctions, malgré le stress, malgré la pression économique, les gens continuent de vivre intensément. Des familles pique-niquent au bord des routes. Des groupes d'amis se retrouvent dans les parcs jusque tard dans la nuit pour boire du thé et fumer le narguilé. La vie refuse de ralentir. Et c'est à ce moment-là que votre image de l'Iran commence vraiment à s'effondrer. Car Téhéran ne ressemble pas à une ville vaincue ou isolée du monde. Elle paraît vivante, épuisée, bruyante, polluée et anxieuse, certes, mais incroyablement vivante. La ville vous pousse, vous fatigue et vous submerge. Mais elle vous oblige aussi à regarder plus attentivement. Et peu à peu, vous comprenez quelque chose d'essentiel. L'Iran ne cache pas ses contradictions. Il continue d'exister grâce à elles. Si vous voulez vraiment comprendre l'Iran, oubliez la politique pendant quelques minutes. Oubliez les débats sur le nucléaire, les sanctions, les discours officiels, les slogans religieux et les conflits diplomatiques. Tout cela explique une partie de l'histoire. Mais cela ne vous explique pas ce que l'on ressent réellement en vivant dans le pays. La meilleure façon de comprendre l'Iran est d'imaginer une personne obligée de vivre deux vies différentes en même temps. Deux identités, deux personnalités, deux réalités qui coexistent sans jamais se réconcilier complètement. C'est cela, l'Iran. Un pays partagé entre la vie publique et la vie privée. Pendant la journée, vous découvrez une première version du pays, une version sérieuse, contrôlée, respectueuse des règles. Les femmes ajustent soigneusement leur hijab. Les hommes parlent de tradition, de religion ou de valeurs morales. Partout, de grands portraits de dirigeants politiques ou religieux dominent les rues, les immeubles et les autoroutes. L'atmosphère semble surveillée, comme si chacun faisait attention à son comportement. Puis la nuit arrive, les portes des appartements se ferment, les rideaux se tirent, la musique commence. Et soudain, un autre Iran apparaît. Les hijabs disparaissent à l'intérieur des maisons. Des bouteilles sortent discrètement des placards. La musique occidentale résonne dans les salons. Les gens dansent. Ils plaisantent, ils parlent librement de politique, d'amour, de leurs frustrations et de leurs rêves. L'ambiance change complètement. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur invisible. Et la partie la plus surprenante est peut-être celle-ci. Tout le monde connaît les règles du jeu. Le gouvernement sait ce qui se passe derrière les portes fermées. Les citoyens savent que le gouvernement le sait. Et pourtant, chacun continue à jouer son rôle. Tant que certaines choses restent privées, le système continue à fonctionner. C'est ce qui rend la société iranienne si particulière. Très tôt, les gens apprennent une leçon essentielle. Ne jamais montrer entièrement qui l'on est en public. Au travail, vous êtes une personne. Avec votre famille, vous en êtes une autre. Sur Internet, encore une autre. À la maison, une autre version apparaît. Avec le temps, la frontière entre le rôle joué et la véritable personnalité devient plus floue. Un homme peut participer à une cérémonie religieuse pendant la journée et boire du whisky le soir avec ses amis. Une femme peut respecter les règles vestimentaires dans la rue, puis publier des photos élégantes sur un compte privé réservé à ses proches. Même certains représentants de l'autorité peuvent appliquer des règles publiquement et les contourner eux-mêmes dans leur vie privée. Tout fonctionne par couches. C'est précisément pour cette raison que l'Iran peut sembler difficile à comprendre pour les étrangers. Rien ne paraît totalement faux, mais rien ne semble totalement transparent non plus. La société fonctionne grâce à une adaptation permanente. Même Internet reflète cette double réalité. Officiellement, de nombreuses plateformes sont bloquées ou limitées. Dans la pratique, presque tout le monde utilise un VPN. Les jeunes passent des heures à suivre les tendances mondiales, la musique internationale, les réseaux sociaux et l'actualité étrangère. Instagram est devenu à la fois un outil professionnel, un espace social et une fenêtre vers l'extérieur. Le gouvernement tente de contrôler le monde numérique. La population cherche constamment de nouvelles façons de contourner ces contrôles. Et plus la pression augmente, plus les solutions deviennent créatives. Cette pression a façonné une partie importante de la mentalité nationale. Les Iraniens sont devenus extrêmement habiles pour s'adapter. Ils savent lire les situations. Ils savent quand parler franchement et quand rester prudent. Ils savent contourner les obstacles sans les affronter directement. C'est une forme de survie fondée sur la flexibilité. Cette logique se retrouve partout, même dans les émotions. Vous pouvez voir une foule pleurer pendant une cérémonie religieuse, exprimer sa tristesse publiquement, puis retrouver ces mêmes personnes quelques heures plus tard autour d'un dîner, en train de rire, de raconter des blagues et de critiquer la politique. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler contradictoire. Pour beaucoup d'Iraniens, c'est simplement la vie. Les deux réalités sont vraies. Et c'est précisément ce qui rend l'Iran si difficile à classer. Dans de nombreux pays occidentaux, on aime ranger les sociétés dans des catégories simples. Libres ou oppressées, modernes ou traditionnelles, religieuses ou laïques. L'Iran refuse ces catégories. Le pays peut être profondément religieux et profondément rebelle en même temps. Traditionnel et moderne. Conservateur et chaotique. Fier et frustré. On a parfois l'impression qu'un débat permanent se déroule à l'intérieur même de la société. Et c'est là que se trouve la métaphore centrale.
L'Iran ressemble à une personne qui montre un visage au monde extérieur tout en vivant une autre réalité derrière des portes fermées. Non pas parce que les gens sont naturellement hypocrites, mais parce qu'ils ont appris à s'adapter. Des décennies de restrictions, de surveillance, de tensions politiques et de pression sociale ont poussé des millions de personnes à développer une version visible et une version invisible d'elles-mêmes. Avec le temps, cette séparation est devenue une partie de la culture. C'est pourquoi tant de visiteurs repartent avec un sentiment de confusion. Ils cherchent une cohérence simple. Ils ne la trouvent jamais. Chaque stéréotype commence à se briser au contact de la réalité. Car l'Iran n'est pas construit sur des certitudes simples. Il est construit sur des contradictions permanentes. Et d'une manière presque paradoxale, ce sont précisément ces contradictions qui lui permettent encore de tenir debout. L'une des plus grandes erreurs que l'on peut faire à propos de l'Iran est de croire que le système contrôle absolument tout. Vu de l'extérieur, le pays ressemble à une machine parfaitement organisée. Les lois sont strictes. Les slogans politiques sont visibles partout. Les portraits des dirigeants dominent les rues. Les caméras de surveillance sont nombreuses. Les discours officiels parlent de discipline, de résistance et de valeurs religieuses. Tout cela donne l'impression d'un État capable de contrôler chaque détail de la société. Mais plus vous passez du temps en Iran, plus vous découvrez une réalité différente. Le système ne fonctionne pas comme une machine moderne et efficace. Il ressemble davantage à un vieux bâtiment rempli de fissures. Un bâtiment qui tient encore debout parce que des millions de personnes passent leur journée à empêcher son effondrement. Officiellement, de nombreuses choses sont interdites. Dans la réalité, beaucoup de ces choses existent quand même. Cette contradiction apparaît partout. Prenons l'exemple du système financier. L'Iran est largement exclu d'une partie du système bancaire international. Les cartes bancaires étrangères ne fonctionnent presque pas. Les sanctions compliquent les échanges avec le reste du monde. Sur le papier, cela devrait limiter fortement l'accès aux produits étrangers. Pourtant, lorsque vous marchez dans certains quartiers de Téhéran, vous voyez des smartphones récents, des vêtements occidentaux, des produits cosmétiques importés et parfois même des biens qui devraient être très difficiles à obtenir. La question devient alors évidente. Comment tout cela arrive-t-il jusqu'ici? La réponse est simple. Parce que le système officiel et la vie réelle ne sont pas la même chose. Sous l'économie visible, existe une immense économie parallèle. Un réseau composé d'intermédiaires, de commerçants, de contacts privés, de circuits informels et de solutions improvisées. Tout le monde sait que ce réseau existe, tout le monde l'utilise, et tout le monde fait semblant de ne pas le voir. Les sanctions n'ont pas fait disparaître les marchés parallèles. Elles les ont transformés en outils de survie quotidienne. Quelqu'un connaît un contact à Dubaï. Ce contact travaille avec quelqu'un en Turquie. Une autre personne s'occupe des paiements. Une autre gère les importations. Une autre encore fournit les produits aux magasins locaux. Des secteurs entiers fonctionnent grâce à ces mécanismes invisibles. On a parfois l'impression de regarder de l'eau s'échapper d'un système de tuyaux endommagés. Chaque fois qu'une ouverture est fermée, une nouvelle apparaît ailleurs. Internet est probablement l'exemple le plus évident de cette situation. Les autorités bloquent certaines plateformes. Les citoyens utilisent des VPN. La connexion est ralentie. De nouvelles applications apparaissent. Des alternatives sont proposées. Mais les utilisateurs continuent souvent à chercher des moyens d'accéder aux services mondiaux. Au bout d'un moment, la situation devient presque absurde. Des millions de personnes passent une partie importante de leur journée à contourner des restrictions qui existent toujours officiellement. Et ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que certains responsables utilisent parfois les mêmes outils que ceux qu'ils critiquent publiquement. Le système semble parfois lutter contre lui-même. Les règles existent toujours, mais la croyance dans ces règles s'affaiblit progressivement. Et lorsqu'une société cesse de croire émotionnellement à ses propres règles, l'autorité devient beaucoup plus difficile à maintenir. Cette évolution est visible dans la vie quotidienne. Dans les grandes villes, de plus en plus de personnes testent les limites. Certaines femmes portent leur hijab de manière plus libre. Des couples se montrent davantage en public. La musique est diffusée plus ouvertement. De petites formes de défis apparaissent régulièrement. L'État continue d'appliquer des sanctions. Il continue d'arrêter certaines personnes. Il continue de rappeler son autorité. Mais la peur ne produit plus les mêmes effets qu'autrefois. Et cela représente un problème majeur pour tout système fondé sur l'obéissance symbolique. Car lorsqu'un grand nombre de citoyens commencent à ignorer de petites règles chaque jour, ce n'est pas seulement le comportement qui change. C'est la perception de l'autorité elle-même. Voilà pourquoi des sujets qui semblent anodins à l'étranger prennent parfois une importance énorme en Iran. Une coiffure devient un sujet politique. Une chanson devient un sujet politique. Une danse devient un sujet politique. Une publication Instagram devient un sujet politique. Pas parce que ces choses sont dangereuses en elles-mêmes, mais parce qu'elles représentent une forme d'autonomie. Et derrière cette autonomie se cache un problème plus profond. Beaucoup d'Iraniens ont cessé d'adhérer intérieurement à certaines règles depuis longtemps. Ils peuvent encore les respecter en public. Mais mentalement et émotionnellement, ils vivent souvent ailleurs. Cette situation produit une fatigue collective considérable. Les gens sont fatigués de devoir jouer plusieurs rôles.
fatigués de devoir constamment s'adapter, fatigués de mesurer chaque mot et chaque comportement. Pourtant, malgré cette lassitude, une grande partie de la population redoute également le chaos. Et c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles le système continue de tenir. Les Iraniens ont observé ce qui s'est passé dans plusieurs pays voisins. L'Irak, la Syrie, la Libye, l'Afghanistan. Ces exemples ont profondément marqué les esprits. Beaucoup de citoyens critiquent les restrictions. Mais ils craignent également qu'un changement brutal entraîne une situation encore pire. La société se retrouve donc coincée dans une position inconfortable. Mécontente mais prudente. Fatiguée mais résistante. Critique mais inquiète de l'avenir. Pendant ce temps, l'économie exerce une pression constante. L'inflation réduit le pouvoir d'achat. Les prix augmentent régulièrement. L'épargne perd de sa valeur. Pour se protéger, beaucoup de familles cherchent refuge dans des actifs plus stables. L'or, les dollars, les voitures, les appartements. Tout semble plus sûr que l'argent liquide. Les jeunes diplômés peinent à trouver des emplois correspondant à leurs études. Des ingénieurs cumulent plusieurs activités. Des médecins envisagent l'émigration. Des étudiants rêvent d'un avenir ailleurs. Et malgré tout cela, le pays continue de fonctionner. Pourquoi ? Parce que des décennies de sanctions et de difficultés ont créé une culture de l'adaptation. Les Iraniens ont appris à réparer au lieu de remplacer, à réutiliser au lieu de jeter, à improviser lorsque les solutions officielles ne fonctionnent pas. Dans certains ateliers, des techniciens fabriquent eux-mêmes des pièces qui ne peuvent plus être importées. Des mécaniciens maintiennent en circulation des véhicules âgés de plusieurs décennies. La créativité devient une nécessité. Une sorte de philosophie nationale semble parfois résumer cette mentalité. Si nous ne pouvons pas l'acheter, nous trouverons un moyen de le fabriquer. Cette capacité d'adaptation est impressionnante. Mais elle cache également un problème plus profond. Car lorsqu'une société passe trop longtemps en mode survie, la vie normale commence à disparaître. Les projets à long terme sont reportés. Les mariages sont retardés. Avoir des enfants devient une décision financièrement risquée. La confiance dans l'avenir s'affaiblit. L'anxiété devient une présence permanente. Même les conversations ordinaires finissent souvent par tourner autour des mêmes sujets. Le coût de la vie, l'inflation, l'incertitude, l'avenir. Une fatigue psychologique diffuse semble traverser toute la société. Et peut-être que le défi le plus important pour le système est le changement générationnel. La majorité des jeunes Iraniens sont nés bien après la révolution islamique. Ils n'ont pas vécu l'enthousiasme qui a accompagné la création du système actuel. Ils ont grandi avec les smartphones, les réseaux sociaux, les VPN et l'accès à une partie du monde extérieur. Ils comparent constamment leur situation à celle d'autres pays. Ils voient d'autres opportunités, d'autres libertés, d'autres perspectives. Et, progressivement, une question commence à s'installer dans les esprits. Pourquoi pas ici ? Cette question est plus dangereuse qu'une simple manifestation. Un État peut survivre à des protestations. Il peut survivre à des sanctions. Il peut survivre à des pressions extérieures. Mais il lui est beaucoup plus difficile de survivre à l'érosion lente de la confiance au sein de sa propre population. Et c'est précisément ce que l'on ressent aujourd'hui en Iran. Le contrôle physique existe encore. Les administrations fonctionnent. Les écoles ouvrent leurs portes. Les entreprises travaillent. Les routes restent pleines. La vie continue. Mais sous cette apparence de stabilité, quelque chose semble s'user lentement. Comme du métal qui rouille de l'intérieur. La structure est toujours debout. Mais de plus en plus de personnes se demandent silencieusement combien de temps elle pourra continuer à fonctionner exactement de la même manière. La véritable crise en Iran ne commence pas dans les palais du pouvoir. Elle commence dans la vie quotidienne. Elle apparaît au moment où les gens cessent de faire des projets pour les prochaines années et commencent à réfléchir uniquement au mois suivant. Elle apparaît lorsque les salaires perdent leur valeur plus vite qu'ils ne sont gagnés. Lorsque des diplômés de 30 ans vivent encore chez leurs parents parce qu'acheter ou louer un logement semble hors de portée. Lorsque des produits ordinaires deviennent progressivement des produits de luxe. À l'étranger, beaucoup de personnes imaginent que les principaux problèmes de l'Iran sont la religion ou la politique. Mais pour la majorité des citoyens, la préoccupation principale est beaucoup plus simple, tenir le coup. Une fatigue profonde traverse la société. Fatigue face à la hausse des prix, fatigue face à l'incertitude, fatigue face à la nécessité de s'adapter en permanence. L'inflation n'est pas seulement un problème économique, elle est devenue un état psychologique. Partout, les conversations finissent par tourner autour de l'argent. Dans les taxis, dans les cafés, dans les bureaux, dans les marchés, lors des repas de famille. Les prix changent tellement souvent que beaucoup de gens ne leur font plus totalement confiance. Ce qui semble abordable aujourd'hui peut devenir inaccessible quelques semaines plus tard. Et cette situation finit par épuiser mentalement les individus. Car les sociétés stables reposent sur une idée simple. Demain doit être relativement prévisible. Or, en Iran, beaucoup de personnes ont le sentiment que demain peut devenir plus difficile à n'importe quel moment. C'est pour cette raison qu'une grande partie de la population cherche à transformer son argent en quelque chose de concret.
De l'or, des dollars, des voitures, des appareils électroniques, des biens immobiliers, parfois même des tapis. Tout paraît plus sûr que conserver de l'argent qui perd constamment de sa valeur. L'épargne devient fragile, la confiance disparaît, et progressivement, l'ensemble de la société commence à fonctionner dans un climat d'anxiété économique permanente. Les jeunes couples retardent leur mariage. Les familles multiplient les emplois pour maintenir un niveau de vie qui semblait autrefois normal. Les parents s'inquiètent constamment pour l'avenir de leurs enfants. Et lorsqu'on demande à de nombreux jeunes diplômés quels sont leurs projets à long terme, la réponse revient sans cesse : je veux partir. Ce n'est pas forcément parce qu'ils détestent leur pays, bien au contraire. Beaucoup aiment profondément l'Iran. Ils aiment la culture persane, la langue, la cuisine, l'humour, les traditions familiales, la poésie, l'histoire. Mais ils ont l'impression de vivre dans une instabilité sans fin. Cette fatigue émotionnelle est particulièrement visible à Téhéran. La ville semble constamment sous tension. Des millions de personnes passent plusieurs heures par jour coincées dans les embouteillages. L'air est lourd, le bruit est permanent, les appartements deviennent plus petits et plus chers. La pression professionnelle augmente. Tout le monde semble avancer rapidement tout en portant un poids invisible sur les épaules. Et pourtant, malgré cette pression permanente, les gens continuent à construire une vie normale. C'est probablement l'un des aspects les plus fascinants de l'Iran. La beauté ordinaire survit au milieu de l'épuisement. Les familles se réunissent encore très souvent. Les repas restent sacrés. Les amis continuent de se retrouver dans les cafés. Les parcs se remplissent chaque soir. Les pique-niques familiaux font toujours partie du quotidien. Même lorsque l'économie devient plus difficile, les Iraniens protègent leur vie sociale avec une détermination remarquable. Parce que les relations humaines deviennent une forme de survie émotionnelle. Mais derrière cette chaleur humaine, une frustration grandissante se développe. Surtout parmi les jeunes générations. Imaginez grandir avec Internet, voir chaque jour comment vivent les gens ailleurs, observer des sociétés où les voyages sont plus simples, où les entreprises peuvent se développer plus librement, où les réseaux sociaux sont accessibles, où les perspectives économiques semblent plus stables, puis comparer cette réalité à votre propre quotidien, l'inflation, les restrictions, les sites bloqués, l'incertitude permanente. À un moment donné, la frustration devient inévitable. Comme l'expression politique directe peut parfois être risquée, cette frustration trouve d'autres chemins. La mode devient une forme de contestation. La musique devient une forme de contestation. Les coiffures deviennent une forme de contestation. Instagram devient une forme de contestation. Même les gestes les plus simples prennent une dimension symbolique. Une femme qui laisse apparaître davantage de cheveux sous son hijab. Un adolescent qui écoute de la musique interdite dans sa voiture. Un couple qui marche ensemble de manière plus visible. Une fête organisée discrètement derrière les murs d'un appartement. Ces actes semblent petits, mais ils portent souvent une signification plus profonde. Ils expriment le désir de reprendre une partie du contrôle sur sa propre vie. Cela crée une atmosphère particulière. La société passe son temps à négocier des limites invisibles. Qu'est-ce qui est réellement permis? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Dans quel quartier? À quel moment? Face à quelle autorité? Personne ne connaît toujours les réponses avec certitude. Les gens apprennent alors à lire les situations plutôt qu'à simplement suivre les règles écrites. Avec le temps, cette incertitude finit par affaiblir la confiance. Même les relations humaines développent deux dimensions, une version publique et une version privée. Au travail, les mots sont choisis avec prudence. À la maison, les discussions deviennent plus honnêtes. Sur Internet, beaucoup utilisent des comptes privés ou des groupes fermés. Face à des inconnus, la méfiance reste souvent présente. Peu à peu, certaines personnes ont l'impression de vivre plusieurs vies parallèles. Et cette situation est psychologiquement épuisante. Pourtant, malgré tout cela, le pays continue d'avancer. Les bazars restent remplis, les cafés restent fréquentés, les rues restent animées. La circulation ne s'arrête jamais. C'est souvent ce qui surprend le plus les visiteurs étrangers. L'Iran ne ressemble pas à un pays vaincu. Il ressemble à un pays extrêmement vivant. Mais lorsqu'on regarde attentivement, les fissures deviennent visibles. On rencontre des diplômés qui conduisent des taxis parce que leur diplôme ne garantit plus une stabilité économique. On rencontre des femmes qui créent des activités en ligne pour contourner certaines limites du marché du travail. On rencontre des parents qui calculent chaque dépense avec inquiétude. On rencontre des familles qui surveillent les prix quotidiennement comme des experts financiers. Dans le même temps, les inégalités deviennent plus visibles. Le nord de Téhéran affiche une image moderne et prospère. Des immeubles luxueux, des cafés élégants, des voitures coûteuses, des cliniques esthétiques, des fêtes privées derrière de hauts murs. Quelques kilomètres plus loin, d'autres quartiers affrontent la pollution, la surpopulation et une pression économique bien plus forte. Ce contraste nourrit un sentiment de frustration silencieuse, car beaucoup de citoyens ont le sentiment que certaines élites vivent selon des règles différentes. Les citoyens ordinaires subissent l'inflation et les restrictions. D'autres semblent largement protégés de ces difficultés. Et lorsqu'une société commence à croire que les sacrifices ne sont pas répartis équitablement, la colère grandit rapidement.
Mais le problème le plus profond n'est peut-être ni économique ni politique, il est psychologique. Après des décennies de sanctions, de tensions et d'incertitudes, de nombreux Iraniens vivent dans un état d'anticipation permanente. Ils attendent la prochaine crise, la prochaine hausse des prix, la prochaine coupure d'Internet, le prochain conflit politique, le prochain choc économique. Rien ne paraît stable très longtemps. Même les conversations les plus ordinaires finissent souvent par revenir à l'argent, à la politique ou à l'avenir. Et pourtant, malgré toute cette pression, les Iraniens continuent de rire. C'est une chose qui surprend presque tous les visiteurs. L'humour est partout. Dans les familles, dans les cafés, dans les taxis, dans les discussions entre amis. Les gens plaisantent sur l'inflation, sur la politique, sur les sanctions, sur les absurdités du quotidien. Souvent avec un humour noir très développé, comme si le rire était devenu un mécanisme collectif de survie. Car lorsqu'une société cesse complètement de rire, quelque chose se brise profondément. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles l'Iran tient encore debout. Non pas parce que la vie y est facile, non pas parce que les gens sont satisfaits, mais parce que des millions de personnes continuent à créer des moments d'humanité au milieu d'une pression permanente. Cependant, même la résilience a ses limites. Chaque année, davantage de jeunes rêvent de partir. Chaque année, davantage de familles se sentent épuisées. Chaque année, davantage de citoyens perdent confiance dans l'idée que leur avenir sera meilleur que leur présent. Et peu à peu, un sentiment dangereux commence à se répandre. La survie ne suffit plus. Car une société peut supporter la pauvreté, elle peut supporter les restrictions, elle peut supporter des crises temporaires, mais lorsqu'elle cesse de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus profond commence à s'effondrer. Et c'est précisément dans cette direction que l'Iran semble avancer, non pas vers une explosion soudaine, mais vers une érosion lente, une érosion de la patience, une érosion de l'énergie, une érosion de l'espoir. Pendant que, en surface, le pays continue à fonctionner comme si tout était normal. À ce stade, une question devient inévitable. Comment l'Iran en est-il arrivé là? Et surtout, qui est responsable de cette situation? La réponse honnête risque de décevoir ceux qui cherchent une explication simple. Parce qu'il n'existe pas un seul coupable. Il n'y a pas un méchant unique au centre de l'e-scénario facile où un camp aurait entièrement raison et l'autre entièrement tort. La réalité est beaucoup plus complexe. Bien sûr, le gouvernement iranien porte une part importante de responsabilité. Pendant des décennies, la corruption, la censure, la mauvaise gestion économique et le contrôle social ont laissé des traces profondes dans le pays. Beaucoup de dirigeants politiques ou religieux semblent éloignés des préoccupations quotidiennes de la population. Ils parlent de résistance, de sacrifice et de principes idéologiques alors que des millions de familles s'inquiètent surtout du prix du logement, de l'inflation ou de leur avenir. Pour une grande partie de la population, certaines institutions donnent l'impression de vivre dans une autre époque. Le monde a changé, la technologie a changé, les nouvelles générations ont changé. Mais certaines structures du pouvoir continuent à utiliser des méthodes héritées du siècle précédent. La surveillance, la peur, les interdictions, le contrôle idéologique. Et plus les autorités tentent de renforcer ce contrôle, plus la résistance grandit sous la surface. Cependant, accuser uniquement le gouvernement ne permet pas de comprendre toute l'histoire, car l'Iran vit également sous une pression internationale exceptionnelle depuis de nombreuses années. Les sanctions économiques, l'isolement financier, les restrictions commerciales, les tensions militaires, les conflits régionaux, tout cela a lourdement affecté l'économie du pays. Des entreprises étrangères ont quitté le marché iranien, les investissements ont diminué, la monnaie nationale a perdu une grande partie de sa valeur. De nombreux produits sont devenus plus coûteux, l'accès à certaines technologies ou à certains médicaments est devenu plus compliqué. Et au final, ceux qui ont payé le prix le plus élevé ne sont pas toujours les responsables politiques. Ce sont souvent les citoyens ordinaires, les familles, les étudiants, les travailleurs, les retraités. C'est pourquoi de nombreux Iraniens ressentent deux formes de colère en même temps. Une colère envers leur propre gouvernement et une colère envers les puissances étrangères. Ils voient les problèmes internes, mais ils ont aussi le sentiment d'être punis collectivement par des décisions prises loin de leur quotidien. C'est à ce moment que l'Iran devient particulièrement difficile à comprendre pour les observateurs extérieurs. Car malgré les frustrations, un sentiment demeure extrêmement puissant, la fierté nationale. Les Iraniens ne considèrent généralement pas leur pays comme une petite nation sans importance. Ils se voient comme les héritiers d'une civilisation ancienne, une civilisation qui existait bien avant la naissance de nombreux États modernes. Cette mémoire historique reste très présente. Elle influence fortement la manière dont les Iraniens perçoivent les pressions venues de l'étranger. Lorsqu'un gouvernement occidental parle de sanctions ou de mesures de pression contre l'Iran, beaucoup de citoyens entendent autre chose. Ils entendent parfois une forme d'humiliation. Parce que l'histoire iranienne est marquée par de nombreuses interventions étrangères, des invasions, des rivalités impériales, des coups d'État, des guerres, des influences extérieures répétées. Même des personnes très critiques envers le gouvernement peuvent réagir négativement lorsqu'elles ont le sentiment que leur pays est menacé de l'extérieur. Cette fierté nationale contribue d'ailleurs à la survie du système. Chaque fois que la pression internationale augmente, les autorités peuvent renforcer un message simple.
Le monde est contre nous. Nous devons résister. Nous ne pouvons pas céder. Et pour une partie de la population, notamment parmi les générations plus âgées, ce discours conserve une force émotionnelle réelle. La guerre Iran-Irak a laissé des blessures profondes dans la mémoire collective. Des millions de personnes ont grandi avec les récits des bombardements, des pertes humaines et des sacrifices. D'innombrables familles ont perdu un père, un frère ou un fils. C'est pour cela que les portraits des martyrs sont encore visibles dans de nombreuses villes. Pour certains Iraniens, la résistance n'est pas seulement un slogan politique, c'est un souvenir personnel, une partie de leur histoire familiale. Mais avec le temps, cet esprit de résistance est devenu l'un des fondements permanents du système politique. Les difficultés économiques ont été associées à la résistance. Les restrictions sociales ont été associées à la résistance. Le contrôle politique a été associé à la résistance. La surveillance a été associée à la résistance. Le message est resté le même. Souffrir est parfois présenté comme nécessaire pour survivre. Mais après plusieurs décennies, beaucoup de citoyens commencent à poser une question délicate. Combien de temps un pays peut-il vivre uniquement en mode survie? Parce que survivre n'est pas la même chose que vivre. Pendant ce temps, un autre problème continue de fragiliser la société, la corruption. C'est probablement l'un des sujets les plus souvent évoqués dans les conversations quotidiennes. De nombreux Iraniens ont le sentiment qu'il existe un écart énorme entre les sacrifices demandés à la population et les privilèges dont bénéficient certains groupes proches du pouvoir. Ils voient certaines personnes devenir très riches. Ils voient certaines élites vivre confortablement, pendant qu'eux-mêmes luttent contre l'inflation et l'incertitude. Et lorsqu'une société cesse de croire à l'équité, la colère augmente rapidement, car les populations peuvent supporter de nombreuses difficultés lorsqu'elles pensent que tout le monde partage les mêmes sacrifices. Mais lorsque les règles semblent différentes selon les individus, la confiance disparaît. Puis vient la question des jeunes générations. Et c'est peut-être le défi le plus important pour le système actuel. La majorité des jeunes Iraniens sont nés longtemps après la révolution islamique. Ils n'ont pas connu l'enthousiasme révolutionnaire. Ils ont grandi avec les smartphones, avec Internet, avec les VPN, avec les plateformes de streaming, avec les réseaux sociaux. Ils ont découvert directement le reste du monde. Ils comparent constamment leur vie à celle d'autres sociétés. Les opportunités, les libertés, les salaires, les perspectives d'avenir. Et progressivement, beaucoup ont cessé de croire émotionnellement aux récits officiels qui ont façonné les générations précédentes. Cela ne signifie pas qu'ils détestent leur pays. Au contraire, beaucoup de jeunes Iraniens sont profondément attachés à leur culture et à leur identité. Mais ils ne considèrent plus automatiquement que l'amour de leur pays implique un soutien au système politique. Cette distinction est essentielle, car un gouvernement peut survivre aux critiques. Il peut survivre aux protestations. Il peut survivre à des crises économiques. Mais il devient vulnérable lorsque la population cesse progressivement de croire à sa légitimité. Et cette distance émotionnelle semble s'agrandir. Pour autant, il serait faux de présenter l'Iran comme un pays entièrement uni contre ses dirigeants. La société iranienne est profondément divisée. Il existe des familles conservatrices, des communautés religieuses, des citoyens qui soutiennent sincèrement la République islamique, des personnes qui craignent davantage le chaos que les difficultés actuelles. Beaucoup regardent la Syrie, la Libye ou l'Irak et pensent: la situation est difficile ici, mais un effondrement serait pire. Cette peur du désordre est réelle, et elle ralentit considérablement les changements. Ainsi, des millions d'Iraniens se retrouvent pris entre deux inquiétudes, la peur du système actuel et la peur de ce qui pourrait le remplacer. Pendant ce temps, chacun accuse quelqu'un d'autre. Le gouvernement accuse les sanctions, les jeunes accusent la corruption et la répression, les conservateurs accusent l'influence occidentale, les travailleurs accusent l'inflation, les puissances étrangères accusent le régime. Mais la réalité est moins simple que toutes ces explications. Des décennies de conflits politiques, de contrôle idéologique, de sanctions économiques et de méfiance mutuelle ont créé une société qui vit sous pression permanente. Et peut-être que l'aspect le plus triste de toute cette histoire est finalement très simple. La plupart des Iraniens ne demandent pas quelque chose d'extraordinaire. Ils veulent de la stabilité, un emploi, un air plus propre, un Internet normal, un logement abordable, la possibilité de voyager, de la musique, des opportunités, et surtout un avenir auquel ils puissent croire. Des choses ordinaires. Mais dans l'Iran d'aujourd'hui, même la vie ordinaire est devenue une question politique. Le danger le plus sérieux pour l'Iran n'est peut-être pas ce qui se passe aujourd'hui. Le véritable danger se construit lentement dans son avenir. Car les pays ne s'effondrent généralement pas en une seule journée. Ils s'affaiblissent progressivement. Souvent cela commence lorsqu'une génération entière commence à penser que rester n'a plus vraiment de sens. Et c'est précisément ce sentiment qui se développe dans une partie croissante de la société iranienne. Si vous discutez avec de jeunes habitants de Téhéran, d'Ispahan, de Shiraz ou d'autres villes du pays, vous entendez souvent la même idée. Peu importe leur domaine d'études, médecine, ingénierie, informatique, art, recherche, beaucoup pensent à une seule chose, partir. Le Canada,
l'Allemagne, l'Australie, la Turquie, ou n'importe quel endroit qui semble plus stable, plus prévisible et moins lourd psychologiquement. Ce désir de départ ne naît pas forcément du rejet du pays, au contraire. La majorité de ces jeunes restent profondément attachés à leur culture. Ils aiment la langue persane, la cuisine, l'humour, la poésie, les traditions familiales, l'histoire de leur civilisation. Mais ils ont le sentiment que le système épuise progressivement leur énergie et leurs perspectives d'avenir. Et c'est là que commence le véritable problème. Lorsqu'un pays perd régulièrement ses citoyens les plus qualifiés, les conséquences ne sont pas immédiatement visibles. Elles apparaissent lentement, année après année. Les médecins partent, les ingénieurs partent, les chercheurs partent, les entrepreneurs partent, les artistes partent. Le pays investit dans leur formation, puis voit une partie de ce potentiel se développer ailleurs. C'est ce que l'on appelle la fuite des cerveaux. Et dans le cas de l'Iran, ce phénomène dure depuis longtemps. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. De nombreuses personnes ne cherchent plus seulement de meilleurs revenus. Elles recherchent également une tranquillité d'esprit. Elles veulent vivre sans surveiller constamment le taux de change, sans craindre une nouvelle hausse des prix, sans s'inquiéter d'un blocage d'Internet. Sans avoir le sentiment que chaque projet peut être remis en question du jour au lendemain. Elles recherchent une vie normale. Et c'est précisément ce que beaucoup ont l'impression de ne plus trouver. Pendant ce temps, la pression économique continue de fragiliser la confiance collective. L'inflation reste élevée, la monnaie perd régulièrement de sa valeur, les prix augmentent, les revenus peinent à suivre. Chaque année, de nombreuses familles ont le sentiment de travailler davantage simplement pour maintenir leur situation actuelle, parfois même pour reculer moins vite. Cette situation produit un phénomène dangereux, la fatigue sociale. Les gens ne sont plus seulement en colère, ils sont épuisés. Et une société épuisée devient difficile à prévoir. Parce que l'épuisement ne provoque pas toujours une explosion immédiate. Il s'accumule, il grandit en silence. Puis un événement apparemment mineur peut provoquer une réaction beaucoup plus importante que prévu. L'Iran a déjà connu ce mécanisme à plusieurs reprises. Des manifestations liées au prix du carburant, des manifestations liées à la situation économique, des mouvements concernant les droits des femmes, des protestations après certaines interventions des autorités. À première vue, ces événements semblent différents. Mais à la racine, ils partagent souvent la même origine, une pression accumulée pendant trop longtemps. Face à cela, la réponse des autorités reste généralement similaire. Davantage de contrôle, davantage de surveillance, davantage de restrictions, davantage de mesures de sécurité. Mais cette stratégie rencontre une limite fondamentale. Le contrôle physique ne crée pas automatiquement la confiance émotionnelle. On peut contrôler des comportements. Il est beaucoup plus difficile de contrôler ce que les gens pensent ou ressentent. Et avec le temps, la distance entre une partie de la société et les institutions semble continuer à grandir. Cette évolution est particulièrement visible chez les femmes. Quelque chose a changé après les manifestations associées au slogan « Femmes, vie, liberté ». Même si les règles existent toujours, même si les sanctions existent toujours, même si les arrestations continuent d'exister, la peur ne fonctionne plus exactement comme auparavant. Dans certaines zones urbaines, davantage de femmes choisissent d'interpréter les règles à leur manière. Les formes de défis discrets deviennent plus visibles. Et pour un système qui repose fortement sur des symboles d'autorité, cette évolution est importante. Parce qu'un pouvoir ne repose pas uniquement sur les lois, il repose aussi sur l'acceptation psychologique de ces lois. Lorsque des millions de personnes commencent à ignorer progressivement certaines règles du quotidien, le système ne s'effondre pas immédiatement. Mais il commence à s'éroder, comme un bâtiment qui perd lentement ses briques, une par une, sans bruit. La technologie accélère encore ce processus. Pendant des années, les autorités ont tenté de contrôler l'accès à Internet, de limiter certaines plateformes, de filtrer certains contenus. Mais les nouvelles générations ont grandi dans un monde numérique, même avec la censure, même avec les VPN, même avec les restrictions. L'information continue de circuler, et avec elle, les comparaisons. Les jeunes Iraniens voient comment vivent d'autres sociétés. Ils observent les opportunités économiques, les libertés individuelles, la mobilité internationale, les possibilités professionnelles, les formes d'expression culturelle. Et une question revient sans cesse. Pourquoi pas ici? Cette question est plus dangereuse qu'un simple slogan de manifestation, parce qu'elle remet en cause la légitimité même du système. Elle ne critique pas seulement une décision, elle remet en cause la direction générale du pays. Face à cela, les autorités se retrouvent dans une situation difficile. Si elles relâchent le contrôle, elles risquent d'affaiblir la cohésion idéologique du système. Si elles renforcent le contrôle, elles risquent d'augmenter la frustration sociale. Aucune solution simple n'existe, mais les défis de l'avenir ne sont pas seulement politiques ou économiques, ils sont aussi environnementaux. Dans plusieurs régions du pays, les ressources en eau deviennent un sujet majeur. Certaines rivières diminuent, les périodes de sécheresse se multiplient, les températures augmentent. La pollution reste un problème sérieux dans plusieurs grandes villes. Même sans sanctions ni tensions politiques, l'Iran devrait déjà faire face à d'importants défis écologiques.
Téhéran elle-même donne parfois l'impression d'une ville proche de ses limites physiques. Une circulation permanente, un air difficile à respirer, un bruit constant, une pression qui ne s'arrête jamais. Pourtant, des millions de personnes continuent à y vivre comme si aucune alternative n'existait. Mais le problème le plus profond est peut-être ailleurs. Il est psychologique. Après plusieurs décennies d'instabilité, une certaine manière de penser s'est installée. Beaucoup de personnes s'attendent spontanément aux difficultés. Elles s'attendent à une nouvelle crise, à une nouvelle restriction, à une mauvaise nouvelle, à une nouvelle période d'incertitude. Cette habitude finit par modifier la façon dont une société imagine son avenir. Lorsque les citoyens cessent de croire à la stabilité, leur horizon se réduit. Ils planifient moins, ils prennent moins de risques, ils font moins confiance aux institutions, ils deviennent plus prudents, moins optimistes. La vie se concentre alors sur le court terme. Et c'est exactement ce que ressentent de nombreux jeunes Iraniens. Ils ont parfois l'impression d'être bloqués entre plusieurs mondes. Ni totalement libres, ni totalement contrôlés, ni totalement modernes, ni totalement traditionnels. Comme une société suspendue entre différentes identités sans parvenir à choisir clairement sa direction. Et c'est peut-être le scénario le plus dangereux. Non pas un effondrement spectaculaire, mais une stagnation prolongée. Une situation où les problèmes persistent sans jamais être véritablement résolus. Car une société peut supporter des sacrifices lorsqu'elle croit qu'ils conduisent vers quelque chose. Mais lorsque les années passent sans amélioration visible, la confiance s'érode lentement. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, l'Iran continue de produire une énergie créative remarquable. Des artistes, des ingénieurs, des écrivains, des entrepreneurs, des réalisateurs. La créativité n'a pas disparu. La vie culturelle reste étonnamment dynamique. Mais cette créativité se heurte constamment à des structures qui évoluent beaucoup plus lentement. Et personne ne sait combien de temps cette tension peut durer. Peut-être que le système s'adaptera progressivement. Peut-être que des réformes apparaîtront. Peut-être qu'une nouvelle vague de contestation émergera. Peut-être que rien de spectaculaire ne se produira pendant encore de nombreuses années. C'est justement cette incertitude qui rend l'avenir si difficile à lire. Car l'Iran ne ressemble pas à un pays sur le point de s'effondrer brutalement. Mais il ne ressemble pas non plus à une société pleinement réconciliée avec sa trajectoire. Il donne l'impression d'être suspendu. Comme une immense structure soumise à une pression constante. Une structure qui tient encore debout, mais dans laquelle des tensions invisibles continuent de s'accumuler dans des endroits que personne ne peut totalement voir. Vu de l'extérieur, le pays paraît relativement stable. Vu de l'intérieur, beaucoup ont le sentiment que quelque chose change lentement, pas à la surface, mais en profondeur. Et c'est précisément ce qui rend l'avenir de l'Iran aussi incertain que fascinant. L'Iran n'est pas l'histoire simple que beaucoup de gens imaginent. Ce n'est pas seulement un régime autoritaire. Ce n'est pas seulement une ancienne civilisation fascinante. Ce n'est pas seulement un pays frappé par les sanctions. C'est tout cela à la fois. Et c'est précisément ce qui le rend si difficile à comprendre. Car l'Iran n'est pas construit autour d'une seule réalité. Il est construit autour de contradictions permanentes. Vie publique et vie privée, tradition et modernité, foi et rébellion, contrôle et adaptation, fierté et fatigue. Toutes ces forces coexistent en même temps. Elles ne s'annulent pas. Elles vivent côte à côte. Lorsqu'on observe le pays de loin, il semble relativement stable. Les rues sont pleines, les entreprises fonctionnent, les écoles ouvrent chaque matin, les marchés restent animés, les familles continuent leur quotidien, les voitures remplissent les autoroutes. À première vue, tout paraît normal. Mais lorsque l'on regarde plus attentivement, on découvre autre chose. Une pression constante, invisible, silencieuse, jamais totalement absente. Comme si toute la société avait appris à vivre sous tension. Non pas à résoudre ses problèmes, mais à vivre avec eux. Le gouvernement cherche à maintenir l'ordre à travers les institutions, les lois, l'idéologie et l'autorité. Dans le même temps, la population s'adapte sans cesse. Elle contourne, elle négocie, elle improvise. Elle modifie discrètement les règles du quotidien. Ainsi, rien ne semble complètement figé, ni les comportements, ni les croyances, ni même l'identité du pays. L'ensemble repose sur un équilibre fragile, un équilibre que chacun semble comprendre sans jamais vraiment en parler. Mais cet équilibre devient de plus en plus difficile à maintenir. Parce qu'il dépend d'un écart croissant entre ce qui est officiellement exigé et ce qui est réellement vécu. Et cet écart continue de s'élargir. Les conséquences apparaissent déjà dans la vie quotidienne. De plus en plus de jeunes imaginent leur avenir ailleurs. La pression économique pousse les familles dans un mode de survie permanent. La confiance envers certaines institutions diminue. La fatigue émotionnelle progresse. Et pourtant, malgré tout cela, la société reste incroyablement vivante. L'énergie culturelle est toujours là. La créativité est toujours là. L'humour est toujours là. La capacité d'adaptation est toujours là. C'est pourquoi l'Iran ne ressemble pas à un pays qui meurt. Il ressemble plutôt à un pays étiré dans plusieurs directions à la fois, comme une corde tendue depuis trop longtemps. Et cette tension est devenue son véritable état naturel. La plus grande erreur serait de réduire l'Iran à une seule explication. Si vous ne voyez que la répression, vous manquez la créativité, la résistance et l'humanité qui existent partout.
Si vous ne voyez que la richesse culturelle, vous ignorez la fatigue, les inégalités et les frustrations qui traversent la société. L'Iran refuse les catégories simples. Il refuse les réponses faciles. Et c'est probablement la leçon la plus importante de toute cette histoire. Les sociétés humaines peuvent être profondément contradictoires tout en continuant à fonctionner. Une personne peut être religieuse et critique du système, traditionnelle et moderne, conservatrice dans certains domaines et rebelle dans d'autres, fatiguée mais pleine d'espoir, frustrée mais profondément attachée à son pays. Toutes ces réalités peuvent exister simultanément. Mais cette coexistence a un coût. Car lorsqu'une société passe des décennies à gérer ses contradictions au lieu de les résoudre, la pression ne disparaît jamais. Elle s'accumule, lentement, année après année. Parfois, cette pression ne provoque rien de spectaculaire. Pas de révolution, pas d'effondrement, pas de changement brutal. Elle reste simplement là, sous la surface, toujours présente, toujours plus lourde. Et c'est cette accumulation qui donne à l'Iran son atmosphère si particulière. Le pays paraît vivant d'une manière presque excessive. Les émotions semblent plus fortes, les conversations plus intenses, les inquiétudes plus profondes, la fierté plus visible, l'épuisement plus palpable. Tout semble fonctionner à une température émotionnelle plus élevée, comme un moteur qui tourne depuis trop longtemps sans jamais avoir la possibilité de s'arrêter. On ressent cette tension dans les villes, dans les familles, dans les discussions, dans les plaisanteries, dans les rêves des jeunes, dans les inquiétudes des parents, partout. Et malgré cela, la vie continue. C'est peut-être la contradiction la plus étonnante de toutes. L'Iran n'est pas un pays brisé de manière visible. Il n'est pas effondré. Il n'est pas silencieux. Il continue de fonctionner. Mais il fonctionne sous une pression intérieure permanente. Et personne ne peut dire avec certitude ce que cela signifie pour l'avenir. Peut-être que le système s'adaptera une nouvelle fois. Peut-être que des réformes réduiront progressivement les tensions. Peut-être que le contexte international changera. Peut-être qu'une transformation viendra de l'intérieur. Ou peut-être qu'un jour, l'accumulation de toutes ces contradictions atteindra un niveau impossible à soutenir. La vérité est que personne ne connaît la réponse. Et cette incertitude fait désormais partie de l'identité du pays. L'Iran avance en portant simultanément des tensions politiques, économiques, culturelles, générationnelles et psychologiques. Vu de l'extérieur, il ressemble parfois à une structure immobile. Vu de l'intérieur, il ressemble davantage à une longue négociation qui ne se termine jamais. Et c'est peut-être la réalité finale. L'Iran n'est pas une histoire avec un début clair et une fin claire. C'est un état permanent de pression, d'adaptation et de contradiction. Un pays qui continue d'avancer, un pays qui continue de changer, un pays qui tient toujours debout, mais un pays dont une partie de la transformation la plus importante reste invisible, parce qu'elle se produit sous la surface, lentement, silencieusement, jour après jour. Et personne ne peut encore dire avec certitude ce qui émergera lorsque toutes ces tensions finiront par rencontrer leurs limites.